retour sur le plateau du Grand Direct. On va s'intéresser de très près à cet accord sur le nucléaire iranien qui fait beaucoup parler depuis sa conclusion. On en parlait beaucoup avant qu'il ne soit conclu. Et on va en parler encore plus maintenant qu'il est conclu. J'accueille ce soir Emmanuel Navon, qui est professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et Denis Charbit, qui lui est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonsoir Denis. Bonsoir. Alors d'abord votre avis chacun. Après on prendra un témoignage au téléphone, mais tout d'abord votre avis à vous, Emmanuel Navon, sur cet accord qui met en colère Benyamin Netanyahou, mais qui réjouit, semble-t-il, en tout cas les dirigeants internationaux. D'abord, il faut voir ce que dit l'accord. Ouais. L'accord dit trois choses sur ce que l'Iran a accepté de donner à l'Occident, à savoir qu'il n'y aura de l'enrichissement d'uranium que jusqu'à 5%, que tout l'uranium qui a été enrichi à 20% va être neutralisé. Sur les turbines, des 18 000 turbines que l'Iran fait tourner aujourd'hui, uniquement 9 000 vont continuer à tourner. Et troisième point, sur la centrale d'Arak, les Iraniens arrêteront toute construction et ne se contenteront pas de l'alimenter en uranium enrichi. C'était l'exigence, entre autres, de la France. En contrepartie, l'Iran a obtenu un allègement des sanctions économiques qui s'élève à peu près entre 6 et 7 milliards de dollars et qui permettent également à l'Iran d'importer des pièces démontées d'avions et d'automobiles essentiellement. Mais surtout, c'est un accord qui est temporaire, qui va durer 6 mois et dans lequel, semble-t-il, en tout cas d'après l'accord, l'Agence internationale de l'énergie atomique pourra suivre de très près si l'Iran ou pas va se conformer à l'accord. Et donc la grande question aujourd'hui qui se pose, c'est que va-t-il se passer pendant ces 6 mois? Si jamais l'Occident attrape l'Iran la main dans le sac à violer l'accord, quelle sera la réaction de l'Occident? Et c'est ça la véritable question. Mais alors vous, Denis Charbit, vous trouvez que les Iraniens ont fait beaucoup de concessions finalement? Si on écoute cet exposé-là, ce sont eux qui ont fait des grosses concessions, plus que les Occidentaux. Oui, disons qu'en tout cas, les Occidentaux ont joué un meilleur jeu que celui auquel on s'attendait. Je suis assez d'accord avec Emmanuel. Le problème pour Israël, c'est le fait que ce soit un accord temporaire. Vous savez, nous, on est bons dans les accords temporaires, à condition qu'on n'arrive pas à un accord définitif. Donc, nous, on est les premiers à savoir à quel point les accords temporaires durent longtemps et au-delà de ce qu'ils devraient durer. Et c'est précisément parce qu'on connaissait bien cette logique qu'on craint que les Iraniens fassent comme nous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cet accord-là, on se contente et on n'aboutisse pas à un accord définitif. Et ça, je comprends que ça inquiète Israël, et je pense que les Américains en sont conscients, l'Occident en est conscient. Je crois que la partie la plus difficile, ne serait-ce que pour tester les intentions de l'Iran, c'est le fait qu'à partir du moment où on allège les sanctions, et c'est vrai, objectivement c'est vrai, à partir du moment où on allège les sanctions, c'est toujours très difficile de les rétablir. Pourquoi? Parce que c'est pas que l'Occident qui fait les sanctions, c'est également la Russie, la Chine, et donc ça c'est des acteurs, l'Inde, qui au départ on a mis du temps avant de les convaincre. Et donc qu'est-ce qu'on fait effectivement s'il y a violation? Comment on les rétablit? Est-ce qu'on les rétablit, etc. Mais en même temps, je crois que plutôt que d'ergoter sans fin sur est-ce un bon accord ou pas, il faut déjà se penser à l'accord définitif et comment on met ensemble. Plus compliqué à trouver. Qui est bien entendu, et comment enfin, au moins sur cet accord définitif, sinon sur l'accord intérimaire, les positions américaines et occidentales sont harmonisées avec les positions israéliennes. C'est ça l'essentiel. Alors on va en parler justement parce que c'est ce qui nous intéresse à nous aussi. Je voudrais qu'on prenne justement l'opinion peut-être de quelqu'un qui n'est pas celle qu'on a rencontrée jusqu'à présent. On va accueillir Stéphane Jouffa. Bonsoir. Jouffa, et j'ai pas d'opinion particulière. J'ai une question à poser. Alors je vous présente quand même tout d'abord, si vous permettez. Vous êtes rédacteur en chef de l'agence Netula, agence de presse donc en Israël. Et vous avez l'impression qu'il n'y a pas eu d'accord conclu à Genève? J'ai une question à poser à vos deux invités. Est-ce que vous avez vu l'accord? Vu, vous voulez dire physiquement un texte signé? Vu par Internet, vu dans les journaux, vu à la télévision. Est-ce que vous avez vu l'accord? Non, on ne l'a pas vu, mais on en a lu les grandes lignes en tout cas. Vous avez lu les grandes lignes? Elles ont été retransmises par les diplomaties respectives de chaque pays qui était concerné et synthétisées par les agences de presse. Alors justement, c'est la question qu'on s'est posée ici à la MENA ce matin. On n'a pas l'habitude de faire des commentaires sur des commentaires. Donc on a demandé aux différentes chancelleries des pays membres permanents du Conseil de sécurité une copie de l'accord, ce qui est la chose la plus simple possible. On était aussi étonné hier que Catherine Ashton ne donne pas de conférence de presse et ne fasse pas d'annonce officielle.
Alors, c'est pas du tout une opinion, mais on n'a pas reçu le texte de l'accord. Et on a continué à le demander. Pour finir, on l'a reçu de la part de la République islamique d'Iran. Et puis, l'accord est totalement différent de celui qui a été annoncé par Barack Obama. En fait, il n'y a pas d'accord. Il n'y a rien de signé. Il n'y a aucun engagement, ni de la part des 5+1, ni de la part de l'Iran. On pourrait appeler le document que nous possédons, que nous avons diffusé sur le site de l'agence et à nos abonnés, on pourrait appeler ce document un brouillon de travail, mais il n'y a aucune espèce d'engagement de la part d'aucun des deux parties à la discussion. Alors, ça tombe bien, vous avez des experts là, de la diplomatie et des relations internationales qui vont peut-être pouvoir vous dire, bon, c'est un accord intérimaire déjà, c'est peut-être pour ça, Emmanuel Navon, qu'il n'est pas complètement formalisé. Écoutez, encore une fois, l'information que j'ai, comme tout le monde, j'imagine, de ces accords ou accords potentiels, c'est ce qui a été relaté dans les médias, sur Internet, sur le contenu de l'accord que j'ai rappelé quand nous avons commencé l'émission. Mais encore une fois, le fait qu'il s'agisse d'un accord temporaire, je pense que s'il s'agissait d'un accord permanent, alors là, effectivement, Israël aurait de très bonnes raisons d'être inquiet. Le fait qu'il s'agisse d'un accord temporaire, cet accord ralentit effectivement le programme nucléaire iranien, ne l'arrête pas. Il le ralentit. C'est un gel, on peut interpréter ça comme un gel? Pas exactement, non, Ouais. parce qu'il y a une continuation de l'enrichissement jusqu'à 5%, donc il n'y a pas de gel, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement. Pour la première fois, les États-Unis ont accepté l'idée que l'Iran enrichisse de l'uranium sur son territoire. Alors ça, il y a une différence d'interprétation là-dessus, vous l'aurez noté. Les Américains disent non, jamais de la vie, on n'a pas reconnu le droit à l'enrichissement de l'Iran. Et l'Iran dit même si, au contraire, cet accord scelle notre droit à enrichir. Vous l'interprétez comme les Iraniens ou comme les Américains, vous? Encore une fois, ce que personnellement j'ai lu dans ce que je considère des organes de presse sérieux, c'est que l'accord inclut un enrichissement jusqu'à 5% et le gel de l'enrichissement de ce qui a été déjà enrichi à 20%, ce qui est le seuil de la capacité nucléaire. Mais enrichissement jusqu'à 5%, comme la plupart des organes médiatiques l'ont reporté aujourd'hui, cela était agréé. Oui, c'est Kerry qui avait dit, lui, de Washington, attention, non, on ne reconnaît pas, c'est comme si c'était une sorte de barrière à ne pas franchir. Denis Charbit, vous avez l'impression que on joue sur les mots, là? Oui, on joue sur les mots. Je pense qu'ils sont mis d'accord là-dessus. Alors, c'est pas 20%, effectivement, c'est 5%. Encore une fois, il faut se placer dans un raisonnement de ce que l'on pouvait attendre. Il est inconcevable dans cette affaire que les Américains, les Occidentaux et les Iraniens eussent pu aboutir à un accord définitif du premier coup. Il fallait passer par une formule transitoire. Ce qui inquiétait Israël dès le départ, en ce sens, avant même qu'on ait su quoi que ce soit de l'accord, on était déjà... Si on avait demandé l'avis d'Israël, Israël aurait dit un accord définitif ou rien. Et parce que si on doit alléger des sanctions, on ne peut le faire que quand on sait exactement ce à quoi il renonce définitivement. Or ça, la diplomatie, elle ne travaille pas comme ça en général. Même pour le conflit israélo-arabe, on n'a pas travaillé comme ça. Mais voilà, il y a toujours la possibilité que le durable, que le provisoire reste durable. Et avec ça, on a du mal à vivre. Mais en même temps, je pense que, je l'ai déjà dit, je crois que Netanyahou est dans son rôle, les Occidentaux sont dans leur rôle, et les Iraniens sont dans leur rôle. Si on leur demande, ils pensent qu'ils ont fait trop de concessions, qu'ils n'ont pas obtenu assez de choses. Chacun joue. La diplomatie, c'est souvent un jeu de rôle, n'est-ce pas? Chacun est à sa place, et l'essentiel, je dirais, pour Israël, c'est en quelque sorte maintenant de se braquer sur la phase définitive. Ça y est, cette phase-là, elle est perdue. C'est terminé. On a eu quand même la volte-face de Fabius, on a quand même amélioré. Je ne dis pas qu'ils étaient complices avec Kerry, ça n'a pas dû faire le fait qu'ils aient eu à s'exprimer publiquement, ça n'a pas été tout à fait apprécié, mais néanmoins, il fallait passer par là un peu plus, un peu moins. Ça aurait pu être un peu plus, ça aurait pu tenir un peu plus compte des revendications israéliennes, mais finalement, le plus important est devant nous. Il n'est pas derrière nous. Donc arrêtons de nous corréler sur ce qu'on aurait dû faire. Commençons à réagir, commençons à penser qu'est-ce qu'on doit faire en prévision de cet accord défini, parce que c'est celui-là qui va compter finalement. Alors justement, quand les Iraniens disent, parce qu'ils n'arrêtent pas de le répéter, quand même, là on est dans un contexte international, je sais bien qu'on peut mentir tout le temps, mais là, quand Rouhani dit jamais on ne cherchera à acquérir l'arme nucléaire, il faut arrêter de penser à ça, est-ce que là, les Occidentaux, à votre avis, sont dupes? Ou est-ce que vraiment
Ils savent que les Iraniens mentent. Personne ne croit les Iraniens lorsqu'ils disent que leur programme est à des fins civiles. S'il est à des fins civiles, comment se fait-il qu'ils aient investi des milliards dans un programme nucléaire militaire, qu'ils aient fait face à des sanctions militaires qui ont porté atteinte à leur économie, qu'ils ont des centrifuges et un enrichissement dont le pourcentage n'est uniquement pour des armes nucléaires, des missiles pour les envoyer, etc. Donc c'est quasiment impossible de trouver des preuves pour que le programme soit civil. C'est évident que le programme est nucléaire, l'Occident le sait, tout le monde le sait. Et tout le monde sait, et les Iraniens eux-mêmes le savent, qu'ils mentent à l'Occident lorsqu'ils disent que leur programme est civil. Mais l'Occident a quand même pris l'Iran au mot en disant, eh bien, s'il est civil, allons dans votre direction. Et c'est là que les Iraniens ont été piégés dans leurs propres mensonges et qu'il y a une espèce de poker menteur entre les deux parties, où les Occidentaux essaient de prendre l'Iran à leur jeu en disant, bah, écoutez, si c'est un programme civil, on est d'accord avec vous qu'il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas accès à l'énergie nucléaire civile comme tout le monde, mais prouvez-le. Et d'une certaine manière, les Iraniens sont piégés du fait de leurs propres mensonges. Mais la question maintenant est de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque les Iraniens, et tout me pense à penser que ce sera le cas, pendant ces 6 mois, seront pris la main dans le sac en Vous pensez qu'ils ne vont pas se tenir à carreau pendant les 6 mois là? Ça me paraît impossible, puisque l'accord actuel les ralentit énormément. Non seulement il faudra savoir quelle sera la réaction de l'Occident, comme je l'ai dit, mais également qu'Israël se prépare au plan B. Autrement dit, pendant ces 6 mois, si jamais les Iraniens n'honorent pas leur accord et que les États-Unis ne réagissent pas, que fera Israël? Si au bout de 6 mois, l'Iran s'est approché du seuil nucléaire et que l'accord définitif n'arrête pas le véritable programme, quelle sera la politique Israël? Je crois qu'Israël aujourd'hui doit se préparer ce qu'on appelle the day after, le jour après. Ouais. C'est aujourd'hui la priorité, je pense, pour Israël. Alors, je voudrais qu'on reprenne encore un instant Stéphane Juffa qui nous parlait tout à l'heure de cette absence d'accord, absence physique. Vous avez pu regarder quelque chose d'intéressant dans ce document iranien, parce que ce sont les seuls apparemment qui vous l'ont envoyé? Je regrette un petit peu qu'on ne puisse pas discuter de ce que je vous donne. Il s'agit d'un scoop, à mon avis, en prenant toutes les précautions de prudence. Mais... Oui, parce que c'est quand même difficile d'imaginer que des ministres alignés sur une scène internationale avec toutes les caméras du monde entier viennent parler de quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à... Ça va même plus loin que ça. Une intervention en direct du président Obama qui présente en fait une feuille d'information, un fact sheet, et qui présente un accord, mais après vérification, donc nous on a cette information depuis 15h cet après-midi, eh bien ce qu'a dit Barack Obama n'existe pas dans la réalité. Alors je suis désolé si je choque un petit peu, c'est pas mon travail d'habitude de choquer. En fait, moi ce que je voulais faire c'était une analyse comme mes deux camarades, Charbit et Navon. On m'a demandé de faire une analyse stratégique de cet accord, mais j'ai refusé de faire des commentaires sur des commentaires. J'ai l'habitude, en tant que professionnel depuis une trentaine d'années, j'ai l'habitude de réclamer le document original, simplement de pouvoir lire l'accord qui a été passé. Et j'ai pu le faire cet après-midi, et je vous assure, je vous donne un scoop mondial maintenant. Bon, il se peut aussi qu'on soit en proie à une intoxication de la part des Iraniens. Mais oui, parce que là, c'est l'Iran qui vous l'a envoyé, hein, c'est pas... Vous avez pas mais ça a été confirmé par d'autres sources, c'est en train de faire boule de neige. Il n'y a pas eu de démenti. J'ai parlé au bureau de Madame Ashton. Je leur ai demandé qu'ils nous envoient leur version. Ça fait depuis ce matin qu'on leur demande leur version, nous et d'autres agences de presse, et personne, aucun journaliste. Alors, ça, c'est un phénomène médiatique très intéressant, c'est-à-dire que tous les médias, y compris vous, vous parlez d'un accord et personne ne l'a vu. Aucun des intervenants, aucune des grandes chaînes de télévision, aucun des grands journaux qui font des analyses qui sont très pertinentes en détail près, que s'il n'y a pas d'accord, si l'Iran ne s'est pas engagé à cesser son programme d'enrichissement d'uranium, on se trouve dans la pire des situations, celle que Barack Obama définit comme ce qui reste sur la table, pour prendre ces mots. Et puis, s'il n'y a pas d'engagement iranien, eh bien, il va falloir réagir ou alors permettre aux Iraniens d'obtenir l'atome. Je le répète, nous avons le texte. Ce texte est maintenant diffusé largement à des millions d'exemplaires sur d'autres médias qui nous reprennent. Il s'agit d'un brouillon. Il n'y a pas le mot engagement. Il n'y a pas le mot contrat, il n'y a pas le mot traité dans ce document. Ce document qui
qui est appelé par l'IRNA, l'agence de presse de la République islamique, en plan d'action conjoint. Alors en tout cas, c'est intéressant ce que vous soulevez. On suivra ça évidemment de près parce que bon, nous, on a aussi d'autres sources qui ne sont pas les Iraniens. Et bon, on a eu d'autres termes aujourd'hui. Merci Stéphane Jouffa. Il nous reste quelques secondes. Denis Charbit, vous avez l'impression aujourd'hui que les Américains, mais bon, ça va être très court pour le dire, et Israël, on s'est éloigné un peu plus encore ou... On s'est éloigné un peu plus, mais ce n'est que pour mieux se rapprocher. Du point de vue israélien, je vais vous dire ce qui fait très peur dans l'accord définitif, c'est qu'on pose le nucléaire israélien sur la table. Et c'est ça l'inquiétude israélienne. C'est pas la menace ou c'est pas la reprise des essais, etc. C'est qu'on pose le nucléaire israélien sur la table. Merci Denis Charbit, merci Emmanuel Navon. On n'a pas fini d'en parler de toute façon sur F24 News de ce nucléaire iranien. On y reviendra juste après le journal, dans un instant d'ailleurs avec Yitzhak Lebanon qui sera notre invité.